Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'histoire ancienne de la Chine, alors que nous révélons certaines des punitions les plus étonnantes appliquées réellement. Dans cette vidéo, nous examinerons les réalités troublantes auxquelles les personnes de la Chine d'antan ont été confrontées, en passant en revue 10 punitions incroyables qui étaient non seulement réelles, mais aussi soigneusement documentées par les historiens et chroniqueurs de l'époque. Loi et ordre dans la Chine ancienne. La vie, au sein de la Chine ancienne, était régie par un ensemble de lois et de règlements destinés à préserver l'ordre et la stabilité. Ce cadre juridique était marqué par les principes confucéens, soulignant l'importance de l'harmonie sociale et des relations hiérarchiques. Depuis les premières dynasties jusqu'aux périodes impériales suivantes, les lois étaient soigneusement documentées et appliquées de manière rigoureuse. Lingxi, également appelé le assouplissement, représentait une forme de décapitation progressive ou de mort par coupure. Cette peine était réservée aux crimes les plus infâmes, tels que la trahison ou le parricide. Le condamné était immobilisé sur un cadre en bois et des coupures minutieuses étaient infligées sur une longue durée. Cette méthode visait à prolonger la douleur, pouvant. Elle était réservée aux crimes les plus infâmes, tels que la trahison ou le parricide. Le condamné était attaché sur un cadre en bois et des coupures minutieuses étaient pratiquées sur une période prolongée. Cette méthode avait pour but de faire durer la souffrance, pouvant s'étendre sur plusieurs heures avant que la mort ne survienne. Selon l'historien du XIe siècle Sima Qian, le Lingxi était perçu comme la forme suprême de punition, soulignant la puissance de l'État sur la vie et la mort. L'écorchement vif, ou retrait de la peau du corps, représentait une autre forme particulièrement sévère de châtiment. Celle-ci était généralement appliquée aux ennemis de l'État ou aux individus ayant commis des actes odieux. Ce processus consistait à enlever la peau en un seul morceau, en commençant par le visage, puis en descendant le long du corps. Cette méthode était d'une douleur extrême et conduit souvent à une mort lente et terrible. L'historien Bangu, dans son livre « Livre des Han », a souligné que cette punition visait à servir d'avertissement sévère aux autres, mettant en lumière la rigueur de l'État en matière de justice. L'acte d'écorchement demandait une grande dextérité et une cruauté extrême, car et entraînait fréquemment une mort lente et terrible. L'historien Bangu, dans son livre « Livre des Han », a observé que cette punition avait pour but d'agir comme un avertissement sévère envers autrui, mettant en évidence l'approche inflexible de l'État en matière de justice. L'acte d'écorchement exigeait une grande expertise et une cruauté significative, car le bourreau devait faire en sorte que la victime demeure vivante et consciente le plus longtemps possible durant le supplice. L'exécution par éléphant, bien que non exclusive à la Chine, était un spectacle effrayant pour beaucoup. Dans cette méthode, le condamné était écrasé par un éléphant, souvent devant un large public. Cette forme de punition était employée dans diverses régions d'Asie, y compris en Chine, et symbolisait l'autorité écrasante du souverain. Le célèbre poète de la dynastie Tang, Du Fu, a mentionné cette pratique dans ses écrits, illustrant son rôle dans le cadre plus vaste de la justice et de l'autorité. Kang la Keng était une forme de punition consistant à mettre un lourd collier en bois autour du cou du condamné, le rendant ainsi immobile. Cet appareil, appelé Kangj, était fréquemment utilisé pour des infractions mineures et pour infliger une humiliation publique. Plus vaste de la justice
et de l'autorité. Kang la Kang était une peine qui consistait à imposer un collier en bois lourd autour du cou du condamné, le rendant ainsi totalement immobile. Ce dispositif, appelé Kangj, était souvent appliqué pour des délires mineurs et destiné à l'humiliation publique. La Kang pouvait peser jusqu'à 50 livres, rendant ardu pour la personne de se déplacer, de manger ou de boire sans aide. Les archives historiques de la dynastie Qing, notamment celles consignées par l'historien Zhang Tingyu, relatent l'usage de la Kang comme un moyen de honte publique et de punition physique. Le porteur était fréquemment exhibé dans un lieu public où il était sujet aux railleries et aux humiliations des passants. Torture par le bandage des pieds. Le bandage des pieds, bien que principalement une pratique culturelle, pouvait également être utilisé comme une forme de torture. Cette procédure consistait à enrouler étroitement les pieds des jeunes filles afin d'en déformer la structure, entraînant souvent des douleurs et des incapacités permanentes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une sanction officielle, la pression sociale et les répercussions physiques étaient particulièrement sévères. L'historien Song Ying-sing a relaté l'angoisse et la détresse vécues par les femmes soumises au bandage des pieds. Pièces des jeunes filles afin d'en déformer la structure, ce qui entraînait souvent des douleurs et des incapacités permanentes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une sanction officielle, la pression sociale et les répercussions physiques étaient sévères. L'historien Song Ying-sing a relaté l'angoisse et la détresse vécues par les femmes soumises au bandage des pieds, mettant en lumière sa nature brutale malgré son acceptation culturelle. Le processus débutait à un jeune âge, souvent entre 4 et 7 ans, et consistait à briser les orteils et la voûte plantaire avant de les lier étroitement pour atteindre la forme de lotus désirée. Bien que cette pratique visait à embellir et à bonifier le statut social, elle avait un impact considérable sur la santé et la mobilité des femmes. Ébullition vive. L'ébullition vive représentait une autre forme de punition extrême utilisée dans la Chine ancienne, généralement réservée à ceux qui commettaient des crimes particulièrement répréhensibles. Le condamné était immergé dans un grand chaudron d'eau, d'huile ou de vin, puis celui-ci était chauffé jusqu'à ébullition. Cette méthode n'était pas seulement atroce, mais elle servait aussi de moyen de dissuasion publique. Le célèbre juge Baoeng, reconnu pour son sens rigoureux de la justice durant la dynastie Song, aurait ordonné de telles exécutions afin de préserver l'ordre. Un grand chaudron d'eau, d'huile ou de vin, qui était ensuite chauffé jusqu'à ébullition. Cette méthode non seulement causait de terribles souffrances, mais servait aussi de dissuasion publique. Le célèbre juge Baoeng, réputé pour son sens rigoureux de la justice pendant la dynastie Song, aurait ordonné de telles exécutions pour maintenir l'ordre et la loi. Le spectacle d'une personne bouillie vive visait à provoquer une impression profonde et terrifiante chez les spectateurs, renforçant ainsi la gravité du crime et la portée inéluctable de la loi. La mort par sciage consistait à suspendre le condamné la tête en bas et à le couper en deux, généralement en commençant par l'aine. Cette méthode macabre garantissait une mort lente et atroce. Utilisée comme forme de peine capitale pour des crimes graves, elle avait pour but d'inspirer la peur au sein de la population. Les récits de l'historien ancien Sima Guang soulignent l'utilisation du sciage comme un moyen d'infliger la peine suprême à ceux considérés comme une menace significative pour la stabilité sociale. L'acte de sciage représentait à la fois une horreur physique
et psychologique, destiné à infliger la douleur maximale sur une durée prolongée. La position inversée garantissait. Les récits mettant en lumière l'utilisation du sciage comme un moyen d'infliger la peine ultime à ceux perçus comme une menace majeure pour la stabilité sociale. L'acte de sciage représentait à la fois une horreur physique et psychologique, visant à provoquer la douleur maximale sur une longue période. La position inversée permettait au sang de s'accumuler dans la tête, maintenant ainsi la victime consciente le plus longtemps possible et prolongeant sa souffrance. La torture par l'eau chinoise, souvent injustement associée à l'Europe médiévale, consistait en un flux lent et incessant de gouttes d'eau tombant sur le front du condamné. Avec le temps, cet acte apparemment anodin pouvait pousser une personne à la folie en raison de la nature continuelle et imprévisible des gouttes. Cette méthode visait davantage à infliger un tourment psychologique qu'à provoquer une douleur physique. Le goutte à goutte incessant, qui pouvait paraître trivial au départ, devenait insupportable au fur et à mesure que l'incertitude et la monotonie pesaient lourdement sur l'état mental de la victime. L'enterrement vivant était une peine réservée aux personnes coupables d'infractions graves, telles que la trahison envers l'empereur. Le condamné était enfoui jusqu'au cou, l'exposant ainsi à la mort due à l'exposition ou, alors que l'incertitude et la monotonie exerçaient une pression énorme sur la santé mentale de la victime, l'enterrement vivant représentait une punition pour ceux coupables d'infractions graves, comme la trahison envers l'empereur. Le condamné était enseveli jusqu'au cou, exposé à la mort par asphyxie ou par le biais de l'exposition. Cette méthode constituait une façon à la fois littérale et symbolique d'effacer l'existence de l'individu. Les archives de la dynastie Qin, en particulier celles mentionnées par l'historien Sima Qian, décrivent l'utilisation de cette peine comme un moyen de préserver l'autorité absolue de l'empereur. La flagellation était une sanction répandue dans la Chine ancienne pour une variété de délits, allant de petites infractions aux crimes plus graves. Le condamné était frappé avec une canne en bambou ou un bâton, souvent en public, afin de servir de dissuasion pour autrui. Le nombre de coups variait, les crimes plus graves pouvant entraîner des centaines de coups de fouet, parfois mortels. L'historien Sima Qian a enregistré des cas où la flagellation a entraîné des blessures graves ou la mort, mettant en évidence son efficacité brutale pour maintenir l'ordre. Le caractère public de la flagellation en faisait non seulement une peine physique, mais également un moyen des coups de fouet pouvant être mortels. L'historien Sima Qian a documenté des cas où la flagellation a causé des blessures graves ou la mort, soulignant ainsi son efficacité brutale pour maintenir l'ordre. Le caractère public de la flagellation en faisait non seulement une peine physique, mais aussi un moyen de honte, renforçant ainsi les normes et attentes sociales. En examinant ces pratiques terrifiantes, il devient manifeste que la justice dans la Chine ancienne visait autant à dissuader qu'à punir. Ces mesures extrêmes étaient destinées à maintenir l'ordre social et à renforcer l'autorité de la classe dirigeante. Si vous avez trouvé cette exploration des punitions dans la Chine ancienne instructive, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour découvrir d'autres plongées approfondies dans les réalités historiques les plus fascinantes et parfois brutales. Musique